à juste titre. Le podcast Chiro qui fait du bien à ton dos. Bonjour à tous, nouvel épisode d'À Juste Titre, le podcast Chiro qui fait du bien à ton dos. Et aujourd'hui, j'ai le très grand plaisir de recevoir Pauline Emer, qui est chiropracteur à Paris. Bonjour Pauline. Bonjour Laurent. Et nous avons avec nous, Pauline, Fred Bellouze, un homme formidable, un homme qui court beaucoup, qui court parfois vite, qui entraîne les autres. Bonjour Fred. Bonjour Laurent, bonjour Pauline. Bonjour Fred. Chers amis, avant de nous lancer, nous allons faire un petit coucou à nos amis chiropracteurs au travers du magnifique logiciel qui est ChiroClick. ChiroClick, qu'est-ce que c'est ? C'est le logiciel 100% chiropratique. Et si vous avez envie de voir ce que c'est, allez vite sur le site chiroclick.com. Chiro, ça s'écrit évidemment CHIRO, CLIC.com. Pauline, est-ce que tu peux s'il te plaît nous présenter Fred, qui revient de blessure, comme on dit dans le milieu sportif? Est-ce que tu peux nous présenter ton patient que tu suis déjà depuis 4 ans? C'est une très belle histoire, c'est un véritable couple professionnel et sportif, c'est de la performance. Dis-nous tout. Alors oui, en effet, je suis Fred depuis 4 ans en consultation chiro pour de la prévention et pour un suivi sportif. Fred, souvent je le vois, pas forcément post-blessure, mais souvent quand il y a des petits symptômes suite à du surentraînement et en prévention également. Donc préventif et curatif. Fred, tu confirmes ? Ah, je confirme totalement. Souvent même, je me dis, à la prochaine fois, il faut que je vienne te voir avant, quand je sais que j'ai une grosse charge d'entraînement qui arrive liée aux compétitions. Mais voilà, souvent les cordonniers les plus mal chaussés. Donc souvent, j'arrive quand c'est un peu tard, mais jamais trop tard. C'est l'essentiel, j'allais dire. Tu n'arrives pas trop tard. Et justement, alors, tu es un sportif de très haut niveau. Tu entraînes au Stade Français Athlétisme. Donc tu es entraîneur, mais tu as évidemment eu une carrière de sportif de très haut niveau. Tu cours le 100 km de Millau. Monsieur est un champion du trail. Est-ce que tu peux nous expliquer en 2 mots, s'il te plaît, ce que ça t'apporte la chiropraxie ? Moi, si je devais dire un peu simplement ce que ça m'apporte la chiropraxie, ça me permet d'optimiser mon entraînement. Vraiment, si je devais le résumer en une phrase, ça serait ça. Parce qu'en fait, la course est un sport assez traumatisant. Évidemment, on ne le répète jamais assez avec tous les chocs qu'on prend à chaque foulée. Et ça a des conséquences musculaires, articulaires. Et tout cet ensemble-là, il faut pas le resetter de manière régulière, mais en tout cas, il faut le rebaser, le remettre bien d'aplomb. Et du coup, pour moi, la chiro a été une vraie découverte et m'apporte vraiment, on va dire, un mieux-être dans la pratique de la course à pied, parce que ça permet de mieux se sentir, je dirais. Alors c'est certainement impropre, hein, les purs physiologistes et biomécaniciens vont hurler quand ils vont entendre ça, mais ça permet de délier le corps en fait et de se sentir plus libre et d'avoir une fluidité de mouvement pleine et optimale. Ce qui veut dire que tu es nettement plus performant. Comme tu le dis très justement, ton corps est mis à rude épreuve, et ce depuis de très nombreuses années. J'ai une petite question qui me vient à l'esprit comme ça. Tu entraînes d'autres athlètes de haut niveau. Est-ce que tu leur conseilles d'aller voir un chiro ? Totalement. Alors sans trop de prosélytisme, évidemment, mais souvent, moi, quand j'ai un athlète qui a un petit souci, alors évidemment, je me substitue pas au médecin. Donc si vraiment il y a un souci d'ordre médical, une blessure, je l'oriente d'abord vers le médecin. Mais quand je sens qu'il commence à y avoir des petits grippements, des petits grincements, je dis mais est-ce que tu connais la chiropraxie ? Est-ce que tu es déjà allé avoir un chiro ? Et dans ce cas-là, j'oriente et très honnêtement, maintenant j'oriente sur Pauline évidemment. C'est tout à fait normal. Alors Pauline, est-ce que tu as énormément de patients qui sont des sportifs de haut niveau comme Fred et ses athlètes, ou est-ce que tu as aussi des gens un peu comme moi qui sont un peu monsieur tout le monde ? Monsieur tout le monde, bien sûr. La chiropraxie, c'est pour tout le monde avant tout, quel que soit le niveau. Évidemment, c'est au thérapeute de s'adapter au patient qui est en face de lui. Je ne vais pas travailler de la même façon avec Fred qu'avec quelqu'un qui va courir tous les dimanches matins pour le plaisir, se décharger la tête, par exemple. L'objectif, c'est vraiment d'accompagner chaque patient à ses objectifs. Quelqu'un qui a envie de courir sans avoir mal, mais sans objectif de niveau, n'aura pas du tout la même charge physique que quelqu'un qui va se mettre un gros objectif et qui va, pour le coup, aller dans le dur, entre guillemets. Donc l'accompagnement n'est pas le même non plus. Ce qui veut dire que, quel que soit son âge, parce qu'il faut le rappeler, les enfants peuvent aller voir des chiros. Bien sûr. Les seniors également. Tout à fait. Monsieur et madame tout le monde peut y aller, tu viens de le confirmer à l'instant même. Et puis, des hommes incroyables, comme Fred. Mais qui ne l'est pas? Absolument, nous sommes tous incroyables, chacun à notre manière. Mais je le rappelle, ce n'est pas uniquement pour les sportifs de haut niveau, donc que nos auditrices et auditeurs ne s'y méprennent pas. La chiropraxie, c'est absolument pour tout le
monde. Tout à fait. Et d'ailleurs, elle n'est pas sportive du tout non plus, même si c'est pas ce que je conseille. Mais évidemment, c'est pour tout le monde. J'espère que tu nous donneras quelques petits tips ou quelques petits conseils pour les gens non sportifs comme moi, parce que je suis souvent assis à un bureau. Mais Pauline, si tu m'y autorises, je passe la parole à Fred. Fred, tu reviens de blessure. En quoi Pauline peut-elle t'aider à être encore plus performant et quelque part revenir et te remettre sur pied au plus vite ? Déjà, quand on est blessé, on modifie sa manière de courir. Donc, il y a des compensations qui se créent dans le corps et du coup, on court plus de manière naturelle. Donc, on a vraiment des déséquilibres qui se mettent en place. Et le premier travail qu'on aura, je pense, à faire, sans dire à Pauline ce qu'elle a à faire quand elle va me voir prochainement, évidemment, mais je commence un peu à avoir l'habitude. Le premier travail qu'il y aura à faire, ça va être déjà de rééquilibrer tout ça. Après, dans le deuxième temps, ça sera essayer d'identifier quelles peuvent être les causes. Parce que tu le disais, je reviens de blessure, mais la cause n'a pas encore été déterminée malgré les examens médicaux et même le médecin est un peu embêté. La seule chose qu'il m'a répondu, c'est bon, si ça revient, revenez me voir, ce qui m'a quelque peu non satisfait, on va dire, mais avec Pauline, on va essayer de voir d'où ça peut venir, parce qu'elle me connaît assez bien, elle sait les petits bobos que j'ai pu avoir par le passé, et essayer de faire une sorte de généalogie de cette blessure et voir comment on peut du coup l'anticiper et éviter qu'elle revienne. Ça va surtout être ça, en fait. Alors tout à fait, je me permets d'insister sur un point, Fred l'a justement dit, on va travailler sur la blessure, mais avant tout il va falloir rééquilibrer effectivement toutes les compensations que la blessure a pu entraîner. Parce que comme l'a dit Fred, à la course à pied, quand on a mal, là notamment au pied, forcément on change son déroulé du pas et la foulée, mais même ne serait-ce qu'à la marche, en fait, on va avoir complètement un changement dans la dynamique complète. Donc l'objectif, ça va être de rééquilibrer un petit peu ce qui a besoin d'être équilibré, et c'est pour ça qu'en chiropraxie, on travaille toujours sur tout le corps et pas uniquement sur un symptôme. Qu'on vienne me voir avec une blessure ou même en préventif, quelqu'un qui vient me voir, je vais travailler tout le corps et pas uniquement la zone blessée ou douloureuse ou sensible. Ça nous amène à combien de temps de travail, si je puis dire ? Alors là, c'est très personnel, j'ai envie de dire. Sans avoir vu Fred encore par rapport à cette blessure, c'est très difficile de dire quoi que ce soit. C'est pas magique, évidemment, et je suis pas devin. Sans avoir fait des examens avant physiques lors d'une consultation, je peux pas le savoir vraiment. Moi, j'aime bien l'image du verre d'eau. En fait, le corps d'un patient, c'est comme un verre d'eau qui se remplit de tensions très progressivement, goutte à goutte. Ça va être des tensions physiques, chimiques, émotionnelles, peu importe, mais des tensions qui s'accumulent. Et quand le verre est plein, il y a un symptôme qui apparaît. L'objectif de la première séance, ça va être d'essuyer ce qui déborde, donc d'enlever au maximum la douleur et de travailler vraiment pour que le patient aille mieux tout de suite, au plus vite en tout cas. Mais on ne travaille pas en profondeur là. C'est-à-dire que très vite, la douleur peut revenir si on s'arrête à ça. Je ne sais pas si c'est clair. Si, c'est extrêmement clair, en ce sens que tu fais avancer les choses petit à petit, tu ne peux pas aller plus vite que la musique, ni même le corps de tes patients. Alors là, c'est de Fred dont il s'agit. En plus, il y a le gros point d'interrogation, on ne sait pas encore ce qui t'est tout à fait arrivé, donc voilà. Ça peut être d'autant plus complexe. Mais je vais prendre l'exemple de quelqu'un de très lambda comme moi, encore une fois, ou d'un homme, d'une femme, quel que soit son âge. Comment ça se passe une séance de chiro, Pauline, s'il te plaît ? Alors la première séance, on va commencer par une anamnèse, c'est-à-dire l'historique médical de la personne. Ça c'est très important, déjà d'être sûr et certain de pouvoir la prendre en charge de manière efficace, et si c'est bien moi la thérapeute dont elle a besoin à ce moment-là. Parce que effectivement, quand on vient voir un chiropracteur, on ne vient pas avec une ordonnance, donc je dois être capable de savoir si la raison pour laquelle la personne vient me voir, elle fait partie de mon champ de compétences. Alors comment ça se passe ? Tu lui poses des questions, si j'ai bien compris. Tout à fait. La première partie, ça va vraiment être un questionnaire médical, les antécédents, etc. Ensuite, la personne va me raconter pourquoi elle vient me voir en particulier, s'il y a une problématique précise ou si elle vient pour un check-up. Et si tout est OK, on passe au traitement. Et donc là, il va y avoir des examens, s'il faut, neurologiques, orthopédiques, etc. Donc des petits tests, en fait, juste avant le traitement lui-même, de la palpation. Et si tout est OK, on passe à la séance. Et la séance, ça se passe comment ? Alors, est-ce que tu peux décrire la chose, Fred, parce que toi, tu maîtrises ça depuis 4 ans avec Pauline. Allez, est-ce que tu peux nous décrire ça avec tes propres mots, évidemment, rien de bien technique ? Alors, moi, la séance telle que je la vis, c'est déjà qu'il y a un premier bilan visuel, un bilan postural. Moi, je me rappelle une expérience que j'ai vécue l'an dernier avec Pauline. C'est que j'avais une douleur vraiment au niveau du trapèze. Et j'avais des problèmes de sensibilité dans la main. Et en fait, j'étais venu la voir pour ça, en disant, voilà, j'étais dans ma prépa 100 km de Millau. Et la première chose qu'elle a faite, c'est, évidemment, on a un peu échangé. Et je me suis mis en tenue, donc caleçon, torse nu, voilà. Et immédiatement, elle m'a dit, tu te tiens pas comme avant, parce que elle a l'historique du patient, avec moi en tout cas. Elle m'a dit, tu as vraiment les épaules qui sont courbées sur l'avant, et avant, tu n'avais pas cette posture-là. Et c'est vrai que j'ai remarqué qu'en préparant un ultra comme du 100 km, parce qu'avant j'étais sur, entre guillemets, du plus court sur du marathon,
j'avais remarqué que j'avais commencé à faire évoluer ma posture et tout de suite, rien qu'à l'œil, elle a vu qu'il y avait quelque chose qui avait changé. Et après, évidemment, elle me fait allonger et elle regarde un peu comment je me positionne à droite, à gauche, les points qui sont sensibles. Avant même de procéder, on va dire, à une manipulation, elle palpe un peu, elle touche, voir ce qui est sensible, ce qui n'est pas sensible, là où j'ai mal. Est-ce que c'est là où je le dis ou alors c'est ailleurs? Parce que des fois, on a l'impression d'avoir une douleur à un endroit et finalement, elle est ailleurs. C'est vraiment ça. On a vraiment une première étape qui est de l'ordre de l'analyse, qui est à la fois visuelle et au toucher. Et après, on passe plus vraiment, on va dire, à la manipulation. Et là, c'est Pauline qui pourra en dire plus. Donc là, justement, ça, c'est... le gros point de la séance, on en parlait tout à l'heure, crack ou pas crack, ça dépend de chacun. Alors moi, je suis très pro-crack, très clairement. Si tout est OK, évidemment, dans l'anamnèse, il n'y a pas de contre-indication, et si le patient est OK avec ça, clairement, moi, je trouve que c'est un super outil. En aucun cas, l'ajustement doit être douloureux. C'est toujours dans le respect du patient, du corps de la personne. Donc, à aucun moment, ça doit entraîner une douleur, quoi, ce geste. Il n'y a aucune force, c'est de la rapidité. Donc, si la personne est OK avec ça, on y va. En revanche, si la personne ne le souhaite pas pour X raisons, c'est à moi de m'adapter. En aucun cas, c'est au patient de s'adapter à ma technique. Nous sommes bien d'accord. Je rappelle juste pour nos auditrices et auditeurs que lorsqu'on fait craquer, je suis moi aussi de la team crack, mais je le rappelle, quand on fait craquer, on n'est pas en train de casser un os. Alors, c'est un changement de pression entre deux os. Donc, c'est pas un os qu'on craque. Non, c'est l'articulation. C'est un changement de pression. Et d'ailleurs, ce n'est pas parce qu'il y a le bruit que ça dit que ça fonctionne ou pas. Pas du tout. On peut s'étirer le matin, entendre plein de craquements, ça fait du bien. On peut se lever un peu rapidement, se baisser vite pour ramasser le jouet d'un gamin qui traîne par terre, entendre un crack et puis se relever. Donc le crack en lui-même ne veut pas dire que c'est bien ou pas. Ça veut dire qu'il se passe quelque chose. Si c'est positif ou négatif, ça dépend du contexte. Et dans la consultation, on fait en sorte que ce soit un contexte positif. Donc si on en a peur, tu ne le fais pas. Bien sûr. En aucun cas, je vais forcer qui que ce soit à avoir un geste qu'il ne souhaite pas avoir. À aucun moment. Et toi, Fred ? Team crack ou pas crack ? Alors, moi, je suis team crack, mais parce que je pense que honnêtement, il y a l'effet aussi peut-être un peu psychologique, et que si je vais voir Pauline et que je craque pas à un moment, je vais me dire finalement, je suis allé la voir pour rien. Mais surtout, effectivement, je rebondis sur ce que disait Pauline, ça fait pas du tout mal. Et les seules fois où j'ai entre guillemets pu avoir mal, lorsque j'ai été voir Pauline, c'est quand elle me détendait des muscles, et donc elle avait des pressions, notamment pour détendre les muscles, notamment au niveau du creux poplité, qui est le creux du genou, qui est un endroit ultra sensible, en tout cas chez moi, et aussi au niveau du psoas, c'est le muscle au niveau de l'aine, à la jonction cuisse-bassin, qui est aussi souvent un muscle assez douloureux parce que souvent très tendu chez le coureur à pied. Et du coup, c'est pas en me faisant craquer elle m'a jamais fait mal en me faisant craquer. Par contre, vraiment en massant le muscle pour le détendre, sur le coup, c'était pas agréable, mais comme beaucoup de choses qui sont pas agréables sur le coup, après, qu'est-ce que j'étais bien. Oui, alors, en plus, encore une fois, je m'adapte aux personnes. Fred, je sais que je peux y aller. Disons que je ne mettrai certainement pas la pression que je mets chez Fred chez une mamie ou chez un enfant ou chez une autre personne qui est plus sensible. Évidemment, je m'adapte là aussi. Là, elle dit ça pour me flatter, en fait, que c'est pas sûr que je sois si peu sensible que ça. Non, mais si, comme il le dit, il y a des points qui sont particulièrement désagréables et le psoas en fait partie. Chez le coureur à pied, certes, tout à fait, mais également chez quelqu'un qui va rester 12 heures en position assise devant l'ordinateur avec les jambes fléchies à 90, ce qui n'est pas naturel non plus pour la hanche. Donc le psoas, c'est un calvaire pour tout le monde. Eh bien, merci à vous, cher docteur. Je ne savais pas, Fred, que tu étais docteur en anatomie. Merci également, Pauline. Alors justement, je rebondis sur ce que tu dis. Pauline, moi qui reste 10-12 heures à ma chaise, justement avec les genoux ou les jambes à 90 degrés, ce qui n'est, semblerait-il, pas naturel, donne-moi un petit conseil pour que ça aille mieux. Je donne pas mal d'exercices, mais en même temps, pas tant que ça. Parce que souvent, quand on donne des exercices aux patients, oui, ok, on en fait les 2 premiers jours et après, on le fait plus. Moi, je trouve que le plus important, c'est la mobilité. Dans les journées, c'est d'être mobile. Le sport, c'est un énorme plus, mais le plus important, c'est la mobilité. Alors que moi, ce que je vais conseiller à mes patients, c'est toutes les heures s'obliger à se lever et à faire quelques pas, s'étirer quelques secondes, mais consciemment,
casser sa posture assise à l'ordinateur. En plus, plus on a l'ordinateur, plus on va s'avachir parce que sur l'instant T, ça fait pas mal d'être avachi et le cerveau ne va pas se concentrer à la fois sur sa posture et à la fois sur un écran. Donc au fur et à mesure du temps, on va s'avachir progressivement. C'est tout à fait logique et ça fait pas mal en plus. Donc on peut facilement rester 4 heures sans bouger si on ne te force pas à bouger. Donc vraiment, moi j'insiste là-dessus, c'est de se mettre un timer ou quoi que ce soit et toutes les heures se lever et s'étirer, s'obliger à aller marcher un petit peu, boire de l'eau et s'étirer tranquillement, ouvrir la cage thoracique, les épaules vers l'arrière et se rasseoir et on est reparti pour 1 heure. Alors moi, déjà, effectivement, de par mes activités professionnelles, je suis pas mal en mouvement. Et en plus, j'ai un défaut, c'est que j'ai pas une grande capacité de concentration très longue. Donc même quand je travaille assis, en fait, je me disperse. Donc je me lève, je vais faire un truc. Je travaille pas mal chez moi, donc je me lève, je vais prendre un verre d'eau, ce genre de choses. Donc ouais, vraiment, je pourrais pas rester 1 ou 2 heures assis. Enfin, ça m'est arrivé dernièrement, il y a quelques années, lorsque j'avais suivi une formation. C'était ultra compliqué pour moi de rester assis sans bouger pendant 2 heures d'affilée. Vraiment, c'était l'enfer. C'était très dur. En somme, il faut bouger. Sachez-le, que vous soyez très sédentaire comme moi ou beaucoup moins comme Fred. Bougez. Oui. On peut aussi marcher. Exactement. Le but, c'est, je dis pas d'aller faire du sport ou de prendre 10 minutes chaque heure pour bouger. Non, il faut que ce soit simple à mettre en place, mais régulier. Conscientiser le mouvement. On se lève, on s'étire, on va chercher un verre d'eau, on se rassoit, on est reparti. Le but, c'est que ce soit simple, mais le diable est dans le détail. C'est quelques secondes toutes les heures, ça va changer la façon dont on se sent en fin de journée. Fred, je le disais tout à l'heure, tu reviens de blessure. Évidemment, au pied, vous l'avez compris, chers auditrices et auditeurs, ce qui est quelque peu problématique lorsqu'on est coureur. Pauline, tu me disais hors antenne l'autre jour que, justement, avec des patients comme Fred ou des gens qui veulent reprendre le fond ou le demi-fond, tu leur demandes souvent de t'envoyer des vidéos pour pouvoir mieux corriger des problématiques qui peuvent apparaître au bout de 5-6 km. Comment ça se passe? Explique-nous tout ça, parce que je trouve ça très intéressant et ça permet d'être encore plus performant, comme va nous le confirmer Fred. En fait, ça va me donner d'autres indices que j'ai pas forcément au cabinet. C'est-à-dire que ça peut m'arriver, alors les coureurs beaucoup, mais également sur des mouvements de musculation, par exemple, pour les gens qui vont à la salle, que sur un certain nombre de répétitions ou un certain nombre de kilomètres, une douleur apparaît et qu'elle soit pas du tout présente lors de la consultation et que j'arrive pas à la reproduire à l'instant T. Et du coup, le fait d'avoir une vidéo où je vais voir la personne courir quand elle n'a pas mal et quand la douleur est présente, ça va pouvoir me donner pas mal d'indices sur où aller investiguer. Et pareil, le même principe pour les gens qui vont à la salle de sport, se filmer au moment où la blessure est présente lors du mouvement. Ça va me donner pas mal d'indices et ça me permet de travailler un peu plus spécifiquement. Alors, je confirme, hein, et Pauline me l'a déjà demandé. Alors, j'avais pas forcément bien répondu à ces demandes. C'est toujours compliqué quand on court, et notamment quand on part courir 50, 60 km, comme ça m'est arrivé dernièrement, parce que j'étais en prépa 100 miles, de partir avec le trépied, le téléphone, pour le mettre en endroit et courir. Mais j'avais prévu de le faire. Bon, après, j'ai mis de côté la prépa pour diverses raisons. Mais effectivement, c'est très important parce que au fil de la durée de l'effort, on a un geste qui se dégrade, tout simplement parce qu'il y a de la fatigue musculaire, de la fatigue nerveuse et de la fatigue énergétique qui intervient. Et du coup, cette dégradation de qualité technique peut engendrer alors on va peut-être pas aller tout de suite sur la blessure, mais en tout cas des petits bobos. Et nous, on se voit pas courir. En fait, globalement, on se sent fatigué, mais on a l'impression qu'on court toujours aussi bien et toujours de manière aussi belle, alors que c'est pas forcément le cas. Et avoir un œil extérieur qui puisse dire, mais non, en fait, par exemple, entre le 10e, 20e et 30e kilomètre, tu as une dégradation sur tel axe. On voit que, par exemple, le genou monte moins ou je ne sais pas quoi, ou que tu balances les épaules sur l'avant. Ça peut expliquer un certain nombre de choses et c'est vraiment très utile, je pense. Est-ce que ça te fait gagner en quoi? En performance, évidemment, mais musculairement, tu es moins fatigué? Ça fait gagner en performance, oui, mais surtout, moi je pars du principe qu'un objectif, il est atteint. Évidemment, si par rapport, que ça soit chronométrique ou juste être finisher, on atteint ce qu'on souhaite faire, mais on l'atteint en ayant respecté son intégrité physique et psychologique. Et ça, c'est vraiment quelque chose de fondamental. Donc, le contrat, il est rempli si j'ai atteint mon objectif, par exemple chronométrique ou finir ma course, mais que derrière, je suis en bonne santé dans toutes les dimensions. Et c'est ça, je pense, la contribution première. Et dans un sens, c'est de la performance de se protéger soi-même.
Comme le dit Fred, c'est essentiel, mais ce qui est important à souligner, c'est qu'au même titre de d'autres métiers, la chiropraxie accompagne le sportif, mais ce qui fait le boulot, c'est le sportif. C'est-à-dire que moi, le sportif, c'est un train qui roule. Moi, je suis là de temps en temps pour vérifier les réglages, le remettre sur les rails s'il y a besoin, mais ce qui fait que le train roule et roule bien, c'est le sportif, c'est son hygiène globale, s'il respecte son corps, s'il va pas forcer à l'entraînement, voilà. Ça va être tout le contexte. Moi, je suis là pour accompagner, mais l'hygiène de vie de base, elle est essentielle. Est-ce que tu parles de l'hygiène de vie du sportif, de plus ou moins haut niveau, dans ton livre qui va bientôt sortir en novembre, Fred ? Alors effectivement, j'en parle parce que c'est un ouvrage qui va traiter de la préparation physique en course à pied. Il y a beaucoup d'ouvrages qui sont consacrés à la préparation physique dans différents domaines. Et en course à pied, qui est pourtant le sport le plus pratiqué au monde, il n'y avait rien de disponible, que ce soit en français ou d'autres langues. Et quand on parle préparation physique, c'est pas simplement musculation, c'est tout ce qui est à côté également. C'est tout ce qui contribue et participe à la performance. Et je reviens sur ce que je disais, la performance, c'est atteindre son objectif, quel qu'il soit. Moi, quelqu'un, par exemple, qui va finir le marathon de Paris en 4h, 4h30, qui s'est entraîné pour, c'est une performance, il a atteint son objectif, et bravo. Voilà, c'est pas simplement être dans les 3 premiers, être performant. Être performant, c'est donner le meilleur de soi-même en fonction de son investissement et de ses possibilités également et de ses capacités. Ce livre, il est destiné à qui ? Est-ce qu'il est destiné aux gens comme moi qui ne font jamais de sport ou très rarement ? Le public cible est très large. C'est à la fois aux préparateurs physiques et entraîneurs qui interviennent en course à pied, mais aussi à tous les pratiquants de course à pied. En fait, c'est un livre qui est construit autour de l'idée qu'on donne les clés. C'est vrai que l'objectif, c'est d'être en pleine forme et éviter de se blesser tout simplement. Et faire de la performance, ce n'est pas uniquement arriver 3e ou 1er ou 1000e, c'est arriver en pleine santé. Et justement, chers auditrices, chers auditeurs, vous pouvez aller voir une femme formidable comme Pauline. Allez-y, elle est à Paris. Si vous êtes en province, allez sur chiropraxie.com. Chiropraxie, ça s'écrit comment ? CHIROPRAXIE.com. Et là, vous allez pouvoir trouver le chiro le plus proche de chez vous. Et vous verrez, il va vous faire du bien au dos, aux genoux. Redonne les mots, s'il te plaît. Le psoas et le psoas et le creux poplité qui est le creux du genou. Magnifique. Quand on apprend des choses aussi formidables, dans un podcast aussi beau sur la chiropraxie, médecine manuelle, inventé en 1895 qui nous vient des États-Unis, Pauline, tu confirmes ? Je confirme. Donc quand on apprend autant de choses dans un podcast, comme à juste titre, qu'est-ce qu'on fait ? On met 5 étoiles sur Apple Podcast et 5 étoiles sur Spotify. Merci à toi, Fred. Pauline, je te remercie de nous avoir accueillis. On va faire une très grosse caresse et un petit salut à Ricky, ton garde du corps. C'est évidemment un chien, vous l'avez compris. Fred, on te remercie. On te souhaite évidemment le meilleur des rétablissements et puis de pouvoir avoir de magnifiques résultats à titre personnel et évidemment avec tes athlètes de haut niveau que tu entraînes au Stade Français. Et Pauline, tu as été formidable. Tiens, il paraît que madame aime dessiner. Tout à fait, ça c'est ma première passion. J'ai un compte Instagram dédié aux illustrations médicales, mais jolies, entre guillemets, qui font un peu moins peur que les illustrations très terre-à-terre qu'on peut parfois avoir. Ça s'appelle Yaso Drawing, donc c'est IASO Drawings en anglais, et ça regroupe tous les dessins et illustrations que je propose pour les cabinets. Alors je vous rassure, ça n'a rien à voir avec nos cours de sciences naturelles ou de SVT comme on dit aujourd'hui, c'est beaucoup plus artistique, vous verrez, il y a des choses absolument incroyables. Bravo Pauline. Merci beaucoup. Nous avons la performance, nous avons le sportif, nous avons la sportive, la coéquipière du sportif et en plus c'est une artiste. À très très vite pour un nouvel épisode d'À juste titre, le podcast Chiro qui fait du bien à ton dos. Merci beaucoup. Merci, au revoir.